Une quinzaine de barrages de camions sur des routes et des autoroutes de France ce matin. Voilà l'opération surprise qui a été déclenchée par les routiers du syndicat national indépendant. Ce sera le premier titre de cette édition de Télémidi. Le deuxième étant constitué par un retour en arrière sur les événements qui se sont produits hier à Bruxelles, les manifestations d'agriculteurs mécontents sur lesquelles nous reviendrons avec nos envoyés spéciaux dans la capitale belge. Donc d'abord les barrages de routiers ce matin. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a un an, en mars 70, les pouvoirs publics ayant décidé de limiter la circulation des poids lourds pendant le week-end de Pâques sur les routes de France, un mouvement d'ensemble avait été organisé pour entraver la circulation. Je dis bien un mouvement d'ensemble, alors qu'aujourd'hui, il ne s'agit que d'un seul syndicat, le syndicat indépendant des routiers, qui a mis en place des barrages dès 5 heures du matin, barrages qu'il a levés progressivement, d'ailleurs souvent après l'intervention des CRS, c'était le cas sur l'autoroute Sud et l'autoroute Nord, autour de Paris. Barrage pour deux raisons. Premièrement, pour défendre ses revendications, notamment obtenir la suppression de la limitation de vitesse à 60 à l'heure pour les poids lourds de 35 tonnes et aussi réduction de la durée hebdomadaire de travail. Mais barrage aussi pour que, deuxièmement, ce syndicat indépendant, le CGSI, soit considéré comme représentatif et admis aux discussions prévues au ministère des Transports. Peu après 5 heures, donc ce matin, sur différentes nationales et autoroutes menant à la capitale, les poids lourds ont commencé à stopper sur cette carte quelques-uns des barrages, les points noirs, les points chauds de la petite guerre de position déclenchée ce matin. Reportage. Voici le visage que présentait ce matin l'autoroute du Sud à la hauteur de Rungis. Les voies étaient bloquées dans les deux sens par les poids lourds. Les CRS avaient organisé des déviations pour éviter un blocage total de la circulation. Il n'empêche que de nombreux voyageurs se rendant à Orly ce matin ont manqué leur avion et devant cette situation, Air Inter a décidé de retarder tous ses vols d'un quart d'heure. Vers 11 heures, la police a intimé l'ordre aux routiers de dégager les voies. Un moment, l'on a craint l'affrontement. Finalement, M. Tosca, du syndicat des routiers, a accepté de négocier et les 40 poids lourds qui se trouvaient dans la cuvette de Visson se sont remis en marche. Mais des bouchons se sont à nouveau formés et les CRS remontent maintenant l'autoroute à pied pour essayer de rendre la route à la circulation. Dans tous les cas, les liaisons sont redevenues normales entre Paris et Orly. Même problème sur l'autoroute du Nord. Vers 8h30 ce matin, une centaine de camions interdisaient toute circulation dans le sens province-Paris à la hauteur de Gare au Nord. À l'heure qu'il est, la situation est rétablie sur l'autoroute du Nord, mais une quarantaine de camions ont gagné les boulevards périphériques où ils roulent à une vitesse réduite en direction de la porte d'Italie. Et ce soir, des barrages pourraient entraver la circulation sur le boulevard périphérique parisien. Stéphane Paoli vous a parlé d'Orly à l'instant. Notons que plusieurs plaintes ont été enregistrées émanant de médecins, de chirurgiens, d'ambulanciers, précisément pour entrave à la circulation. Le syndicat des indépendants est le seul à avoir lancé le mot d'ordre d'action de ce matin. Les représentants des autres syndicats, réunis pour examiner les problèmes de salaire au ministère de l'Équipement, ne participent pas à ce mouvement sauvage, ils l'ont précisé tout à l'heure. La CGT laisse néanmoins ses adhérents libres de prendre part au mouvement en cours. Les artisans qui ont répondu à l'appel des indépendants ont réussi à perturber la circulation en plusieurs points de province qui étaient portés sur la carte que vous avez vue à l'instant. Un exemple de ces blocages a été constaté dans la région de Marseille par nos correspondants locaux, mais je vous l'ai dit, progressivement, les barrages sont levés et il va y avoir du nouveau, semble-t-il, au ministère des Transports tout à l'heure. D'abord donc Marseille, une liaison, un reportage encore. Si les barrages mis en place par les chauffeurs routiers sur l'autoroute A7 dans le nord du département des Bouches-du-Rhône ont été levés, en revanche, la circulation est toujours arrêtée à Orgon et au Plomb d'Orgon, où seuls peuvent passer les ambulances et les pompiers. Au Plomb d'Orgon, 30 camions bloquent l'entrée de l'agglomération et les routes nationales 7, 538 et 99 sont interdites à la circulation. Dans le Var, 50 camions bloquent la route du Muy, mais les déviations sont suffisantes pour éviter les bouchons. Enfin, à Perluis, entre Manosque et Sisteron, 2 camions seulement ont réussi à bloquer la route nationale 100. Là également, la déviation par la rive gauche de la Durance évite l'encombrement. Concernant la représentativité de ce syndicat, les négociations éventuelles, Bernard Olivier, est-ce qu'il y a du nouveau? Eh bien, le ministère des Transports a fait savoir ce matin que les responsables de ce syndicat, M. Mascolo, son secrétaire général, ont demandé à être reçus et le ministre leur a dit qu'il était décidé à les recevoir hier. Seulement, il semble qu'à ce moment-là, les responsables avaient engagé déjà le mouvement, les tracts étaient distribués, ils ne pouvaient plus faire machine arrière. Il semble surtout que M. Mascolo confonde deux choses. Actuellement, les syndicats et les responsables patronaux des routiers discutent de leur convention collective et à l'intérieur d'une réunion paritaire. L'année dernière, M. Mascolo a été invité à venir et les autres syndicats ont contesté sa présence en disant qu'il n'était pas représentatif. Cette année, il n'a pas été convoqué. Alors, même s'il est reçu cet après-midi par le ministre, il semble
absolument douteux que monsieur Chamand, le ministre, puisse donner une représentativité à ce syndicat, étant donné que ça n'est pas lui qui peut l'accepter, mais simplement la réunion paritaire. Voilà tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Ils seront reçus à 3 heures d'ailleurs au ministère. Alors à ce soir pour la suite. Deuxième titre, Bruxelles, hier, c'était la colère verte, une centaine de milliers de manifestants contre la politique agricole du marché commun. Il y a eu 1 mort, peut-être 2. La gendarmerie a recensé 140 blessés. Les dégâts matériels sont importants. Plusieurs de nos confrères belges ce matin constatent tristement que Bruxelles paye son titre de capitale de l'Europe. Les ministres de l'Agriculture des 6 sont réunis à nouveau au Palais Charlemagne depuis 10 heures ce matin, mais il faut revenir sur la manifestation d'hier. Sur place, nos envoyés spéciaux et François-Henri de Virieu. À vous, Bruxelles. Bruxelles. C'est ici, à ce carrefour de la gare du Midi, que se sont produits hier les incidents les plus graves au moment de la dislocation du cortège. Incident dramatique puisque, vous l'avez dit, il y a eu près de 150 blessés et même d'ailleurs un mort, un jeune agriculteur de la région de Namur. Et vous voyez d'ailleurs en ce moment même, dans mon dos, devant un restaurant qui porte, par une ironie du sort, le nom de Laboureur, que s'est produit l'incident très grave qui a entraîné la mort de ce jeune agriculteur. Et vous avez actuellement le parquet qui reconstitue le drame. S'il est probablement excessif de parler comme notre confrère le soir du saccage de Bruxelles, il est certain que c'est un spectacle de désolation qui s'offre ce matin aux Bruxellois qui se rendent à leur travail. Tôt ce matin, dans le froid revenu sur la ville, les employés de la voirie ont déblayé les rues et enlevé les voitures les plus gravement endommagées. Les commerçants ont nettoyé leurs vitrines, mais la circulation automobile reste très ralentie ici, car tout le système de signalisation lumineuse du centre de la ville a été mis hors d'usage. Réaction de notre confrère belge le soir, les casseurs n'ont pas saccagé qu'une ville, ils ont encore saccagé un capital de sympathie dont ils avaient bien besoin. Nous sommes fiers de notre ville, nous voudrions être une capitale européenne, mais quand on fait des histoires pareilles, c'est dégoûtant. Nous sommes révoltés de ces histoires-là. C'est terrible. C'est terrible pour les gens qui habitent là-bas, tous ces carreaux cassés. Je me demande bien à quoi ça sert. Ils manifestent, ça je leur donne raison. Ils ont raison, parce qu'ils ne gagnent pas assez. Mais alors ils ne doivent pas venir faire des choses comme ça, comme la circulation. Allez, regardez, on ne sait pas avoir des accidents avec ça. Vous avez vu les dégâts causés par les agriculteurs là dans la ville? Non, mais voilà. Regarde ce qu'ils lui ont fait. C'est les agriculteurs, ça? Oui, ils revenaient du travail. Il a tenté le bus, maintenant je dois les trouver son patron, aller à l'hôpital de nouveau avec. Non, il ne faut pas pleurer. Je veux bien, ils sont ont raison de se défendre, mais qu'ils se prennent à ceux qui les attaquent, mais pas aux innocents. Moi, j'avais rien. Voilà. Je revenais de mon travail. C'est juste ce que je dis, qu'ils se prennent à ceux qu'on leur fait du mal, mais qui laissent les innocents tranquilles. On ne doit pas faire ça. Si vous le voulez bien, nous allons maintenant revenir de 24 heures en arrière. Les manifestants venaient du nord, ils venaient de là-bas. Les choses avaient commencé, sinon dans la bonne humeur, du moins dans une atmosphère de dignité. Il faisait beau, il faisait même très beau sur Bruxelles. Les manifestants se contentaient de lancer, avec une force qui faisait l'admiration des badauds, des œufs, des pommes de terre dans les vitres des immeubles et sur les policiers qui, il faut le dire, restaient impassibles. Mais les organisateurs du cortège n'avaient pas, et c'est là probablement une grave responsabilité, organisé leur propre service d'ordre et très vite, des pommes de terre, on est passé au pavé et au feu aussi. Et puis, ce furent les scènes de violence du boulevard de Stalingrad, du boulevard du Midi, des scènes que je vous laisse regarder.
Ici, à Bruxelles, comme d'ailleurs en France, on se pose maintenant la question « Pourquoi ces violences ?» Il y a bien sûr, nous l'avons dit, la carence du service d'ordre des manifestants eux-mêmes. Il y a aussi l'action d'agitateurs professionnels derrière lesquels, ce matin, les dirigeants paysans se retranchent. Mais il y a aussi, il faut bien le dire, les agriculteurs, la grande masse des agriculteurs et leur exaspération. Les agriculteurs ont le sentiment que les gouvernements n'ont pas de politique agricole, que le marché commun n'a pas de politique agricole et que s'il en a une, en tout cas, elle est dirigée contre eux. Il faut dire qu'on ne rassemble pas 80 000 manifestants dans une ville comme Bruxelles, des manifestants venus souvent de fort loin, s'il n'existe pas à la base un réel mécontentement. Que tous les paysans doivent se lever le matin à 5 ou 4 à 5 heures, et même pendant la nuit, quand il y a une vache qui vèle, les Bruxellois ne savent pas ça. Quand il y a un cochon qui est en train de faire ses petits dans la maison, les Bruxellois ne savent pas ça. Et regarde ça, c'est beau quand c'est comme ça, hein. Mais c'est pas une vie comme ça, on ne gagne plus. De séance de nuit en conseil restreint, le conseil des ministres des Six, replié loin de cette basse ville, loin de tout ce bruit, continue de délibérer pour savoir si oui ou non il faut augmenter les prix agricoles et si oui, de combien. Le ministre français de l'Agriculture, M. Coinza, est précisément resté à Bruxelles. Il était prévu qu'il rentre à Paris pour prendre part au Conseil des ministres, mais Europe oblige, François de Virieu vous le disait, le Conseil continue ses travaux. À l'ordre du jour de ce Conseil des ministres à l'Élysée, qui doit être en train de se terminer maintenant, la situation internationale dans son ensemble et l'analyse des résultats des élections municipales. Et puis aussi une communication du ministre des Finances, M. Giscard d'Estaing. Le nouvel indice des prix fondé non plus sur 259 articles, mais sur 295 produits et services. Ce nouvel indice fait apparaître qu'en France, l'année dernière, la hausse des prix a été de 4,7% au lieu de 5,2%, chiffre qui était retenu jusqu'à présent. Au chapitre des nouvelles diverses, en France, une importante réunion du Conseil de l'Ordre des médecins ce matin à Paris. C'est le drame de Saint-Denis qui est à l'origine de cette session extraordinaire. Au début de ce mois, le docteur Peignot avait tué un garçonnet en l'opérant de l'appendicite dans son cabinet. Le docteur Peignot était sorti quelques jours plus tôt d'un hôpital psychiatrique. Le Conseil de l'Ordre examine donc les mesures qui, en modifiant certains articles du Code de santé, devraient permettre de suspendre les praticiens qui ne jouissent pas de toutes leurs facultés. Autre chose à Thonon ce matin, les juges du tribunal de grande instance de Haute-Savoie ouvrent le dossier de la Sainte-Odile. La Sainte-Odile, c'était ce bateau promenade, ici une photographie, qui l'été dernier, à la suite d'une violente tempête sur le lac de Genève, avait sombré et le naufrage avait alors entraîné la mort de cette personne. Une évocation de François Cornet. C'était le 7 août dernier, au bord du lac Léman. La Sainte-Odile, un petit bateau de promenade, venait de faire naufrage au large d'Ivoire avec à son bord 26 passagers. Ce naufrage avait provoqué à l'époque une émotion d'autant plus vive qu'il survenait moins d'un an après celui de la Frédieu qui avait causé la mort, on s'en souvient, de 24 personnes dont 14 enfants. Ces deux accidents sur le Léman n'ont toutefois guère de points communs. La Frédieu était en mauvais état, le temps était beau sur le lac, la coque et le moteur de la Sainte-Odile, au contraire, étaient, selon les experts, irréprochables. Mais le temps ce jour-là était orageux et le vent redoutable par la soudaineté de ses rafales. Les feux d'alerte de 3 ports suisses invitaient à la prudence. Néanmoins, le pilote, M. Fernand Raymond, quittait le port d'Ivoire en direction de Thonon. Quelques minutes plus tard, l'embarcation s'enfonçait par 5 mètres de fond, entraînant avec elle 7 passagers. M. Fernand Raymond était seul inculpé dans cette affaire. Il était poursuivi pour homicide et blessures involontaires. Le jugement a été mis en délibéré et il sera rendu le 31 mars. À l'étranger, essentiellement une confirmation ce matin à retenir, l'opération sud-vietnamienne au Laos a pris fin. Après un mois et demi de pénétration dans le sud du pays voisin, les troupes de Saigon, pourchassées jusqu'à la frontière par des chars du Nord-Vietnam, ont terminé leur repli. L'envoyé spécial de l'agence France-Presse commente « Commencé comme une promenade, l'aventure du Laos se termine en redoute ». Les troupes sud-vietnamiennes, lancées au sud Laos, suivant une stratégie imaginée à Washington, ont échoué. Fin de citation. Aux États-Unis, SST hors note, on est à la veille du vote au Sénat sur les crédits de l'avion supersonique américain, grande bataille de politique intérieure dont Emmanuel Delataille vous parlera à Télésoir. Dans le monde du spectacle, les Américains vont verser un pleur. Après 30 ans d'un succès très enviable, Frank Sinatra, Frankie,
prend sa retraite. Il n'a que 54 ans, mais sa vie a été très agitée, trop agitée à son goût. Il veut se retirer pour penser, pour lire et peut-être même pour enseigner, dit-il. Mais il sera difficile de se remplacer, même si des jeunes comme Paul Anka, après 15 ans de carrière, ont mûri et se sont affirmés. Paul Anka qui vient à l'Olympia pour près de 2 semaines à Paris. Paul Anka qui a rencontré Daniel Cazal. Diana en a fait une super vedette à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, il a 29 ans, il est marié avec une Française, il a 3 enfants. Paul Anka revient à Paris pour un tour de chant de 15 jours à l'Olympia. Dans ses valises, 18 chansons, dont 5 tubes des années 58, parmi lesquels Diana bien sûr, Crazy Love, You Are My Destiny. Depuis 1957, date de son premier séjour, c'est la 6e fois que Paul Anka vient à Paris. J'allais ici pour la première fois dans 57, quand je chantais Diana et les autres chansons pour la jeunesse, et très longtemps. Et la dernière fois que vous êtes venu à Paris, c'était en 63. Oui, le 63, la dernière fois j'allais à Paris. Alors, depuis 1963, à Paris, on vous a un peu perdu de vue. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là? Et je suis dans Canada et New York. J'ai écrit la chanson pour les autres artistes, pour le film Le jour de plus long, pour Frank Sinatra, la chanson My Way, et She's a Lady pour Tom Jones, et dans le nightclub à Las Vegas. Et vous avez continué à chanter aussi? Oui, et je continuerai à chanter tout mon vie. Est-ce qu'il y a une grande différence entre le Paul Anka 1958 et le Paul Anka 1971? Paul Anka maintenant est différent parce que maintenant un grand artiste. Noticed you kept me waiting, it was obvious to me. You want to know about me, well my father's from Galilee. Do you question every man you meet from out of town? Isn't it clear I'm only here to lay my body down? En français, on n'a rien à perdre. Vous aurez remarqué sur ces images de Bernard Puissesseau le chapeau de Paul Anka. Tenez, à propos de mode, voici les prévisions de Londres pour la mode d'automne féminine cette fois. Encore des bottes, encore des shorts. Voici les détails, regardez-les d'un peu plus près. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Les spécialistes titrent d'ailleurs, pour l'été comme pour l'automne, portez, mesdames, ce que vous voulez. Et aussi des knickers. Les knickers restent à la mode. Mais à Hebdo Femme aujourd'hui, Paul Lefebvre aborde des problèmes beaucoup plus sérieux. Puis en effet, aujourd'hui, au sommaire de cet hebdo, un invité et un problème. L'invité, c'est le recteur Gauthier, directeur de la pédagogie. Le problème, j'allais dire, la querelle, c'est un sujet qui intéresse toutes les femmes, qui intéresse la vie quotidienne des femmes, c'est-à-dire les devoirs à la maison. Est-ce un bien pour les écoliers? Depuis 25 ans, oui, les devoirs à la maison sont interdits, théoriquement, dans les cours élémentaires. Or, régulièrement, le ministre de l'Éducation nationale publie une circulaire rappelant cette interdiction, ce qui prouve qu'un certain nombre de parents et d'enseignants ne sont pas d'accord. C'est d'ailleurs ce que révèle l'enquête de Christian Colombani.
François, tes devoirs. À l'école élémentaire, les devoirs le soir sont supprimés. Mais régulièrement, une circulaire du ministre doit rappeler une décision qui remonte à 1956 et qui n'est pas toujours appliquée dans les faits. De nombreux parents, surtout dans les milieux ruraux, n'y sont pas favorables et certains maîtres se défont difficilement de ce que par routine, ils appellent une bonne habitude. Vous êtes contre la suppression des devoirs le soir à la maison? Oui, à partir du cours moyen première année. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut compenser les heures de piscine et de sport qui sont en progrès au point de vue longueur d'heure. Et puis, il faut les occuper absolument pour qu'ils ne traînent pas dans la rue. Oui. Et dans le cas où il y a 5 enfants dans un appartement, il faut absolument les occuper parce que sans quoi c'est... Et vous pensez que les devoirs le soir, ce soit la meilleure façon de les occuper? Ah oui, pourquoi? Vous ne craignez pas que dans les familles nombreuses, justement, les enfants n'aient pas les conditions matérielles pour faire leurs devoirs le soir? Mais monsieur, on sort de l'école à 4h30. Il y a toujours un coin de table de cuisine. Tout le monde n'a pas... Les grands cerveaux d'aujourd'hui n'ont pas toujours eu un bureau pour eux. Je crois qu'ils peuvent très bien supporter un petit travail encore le soir. Ou même simplement quelques leçons, mais un petit travail également. Mais avant la suppression des devoirs, n'y avait-il pas entre les enfants qui pouvaient travailler en toute tranquillité et les autres une trop grande inégalité? Certainement le problème qui a agité bon nombre de familles. Certains peuvent le faire, d'autres ne peuvent pas. Il faut toujours s'arranger, disons. Bien sûr. Mais ce n'est pas l'avis de ceux qui approuvent la décision du ministre, qui s'inquiètent d'abord du bon équilibre psychophysiologique des enfants. Cette circulaire vient dans la suite des enquêtes extrêmement sérieuses qui ont été menées en particulier par les milieux médicaux. Le problème du surmenage scolaire n'est pas un vain mot, des études sérieuses l'ont prouvé. Je pense que quand il m'arrive de venir dans les classes en fin d'après-midi, je constate l'état de fatigue, d'énervement, de non-réceptivité des élèves. 6 heures de classe, ça me paraît déjà beaucoup. J'estime qu'un enfant, lorsqu'il a travaillé 6 heures durant dans sa classe, a parfaitement le droit de se détendre à la maison, de faire autre chose, d'oublier un peu son travail scolaire. Et je pense que les devoirs n'existant pas, parents et enfants ne peuvent qu'y gagner. Il faut supprimer les devoirs à la maison si le travail scolaire est très bien fait. Lorsque l'enfant rentre chez lui, il retrouve ses parents et il doit trouver des parents disponibles, c'est-à-dire des parents qui l'aideront à faire son éducation morale, son éducation affective, et cette éducation ne peut se faire que si la mère, car c'est elle en particulier qui aide l'enfant, n'a pas à se mêler du travail de l'école. Mais pour que les maîtres exercent pleinement cette nouvelle fonction d'éducation, qui consiste moins à véhiculer des connaissances formelles qu'à épanouir l'imagination et les facultés créatrices des enfants, il faudrait qu'au moins 2 conditions soient remplies. Reconsidérer d'abord le critère de recrutement des maîtres, qui pour être excellents, peuvent ne pas avoir des qualités d'animateurs, créer aussi des locaux nombreux et bien équipés pour satisfaire à cette exigence nouvelle. Alors, partout, comme dans cette étude, les activités d'éveil remplaceront des tâches plus austères, comme ici, on y pourra jouer, mener des enquêtes, laisser courir son imagination, être libre enfin de faire ce qu'on veut, même des devoirs. On va faire des devoirs? Ah oui? Pourquoi? Parce que ça sert dans les études et puis c'est pas... Et tu crois que de faire un reportage sur Apollo 14, ça sert pas à tes études? Si, beaucoup. Beaucoup aussi? Oui, mais tout le monde pense pas pareil. Moi, je préfère faire un reportage sur Apollo 14, c'est plus reposant que de travailler toujours, et puis ça change. C'est parce que c'est plus reposant que tu préfères le faire? Non, c'est plutôt parce que ça change. Voilà le dossier, mais il reste des questions, monsieur le recteur. D'abord, pourquoi a-t-on interdit les devoirs à la maison dans les cours élémentaires? Eh bien, je crois que cela a été précisé par les pédagogues et les médecins que vous avez interviewés. C'est une question d'efficacité du travail
en relation avec la santé de l'enfant. C'est la raison principale. C'est la raison absolument essentielle. Alors je dois ajouter que les devoirs sont nécessaires. Il n'est pas question de discuter la nécessité des devoirs qui permettent de contrôler le travail de l'enfant et puis une bonne assimilation de ce travail. Mais la question de savoir, c'est de savoir si ces devoirs doivent être faits à la maison ou en classe. Eh bien, j'ajouterais, n'est-ce pas, que ces devoirs, à l'âge des enfants de l'école élémentaire, avant 11 ans, doivent être faits sous une certaine surveillance. Et la nécessité est donc de les faire à l'école, pendant la classe, sous la surveillance du maître, qui peut apporter à l'élève l'aide nécessaire. Donc, nécessité des devoirs, mais les devoirs à l'école. Oui, alors ça donne les mêmes chances aux enfants, en somme. Mais oui. Est-ce qu'il y a une grande opposition, une grande résistance de la part des enseignants? Eh bien, de la part des enseignants, la position est un peu variable. Je dois dire qu'on la comprend peut-être mieux entre les enseignants des campagnes qui pensent que les enfants peuvent encore, à la campagne, avoir le loisir de faire des devoirs à la maison, encore qu'actuellement, beaucoup d'enfants de la campagne subissent un transport scolaire, n'est-ce pas, qui les fait rentrer quelquefois assez tard à la maison. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, il y a une question également de nécessité de surveillance de ces devoirs, et il y aurait là une très grande inégalité entre les différentes familles si on prenait en compte ces devoirs pour la progression de l'enfant à l'école. Quelle est la position générale des parents? Eh bien, vous l'avez vu, la position des parents est une position qui est différente selon le cas. Les parents qui ont la possibilité d'offrir à leur enfant le confort nécessaire pour les devoirs ont tendance à le penser. Les autres, quelquefois aussi, mais comme vous l'avez entendu, c'est surtout une question d'occupation des enfants qui préoccupe les parents. Et je suis tout à fait de cet avis, il faut occuper les enfants, en effet, au-delà des heures de classe. Ils ont maintenant beaucoup de moyens d'occupation, mais même des moyens scolaires. Car si nous avons interdit les devoirs, les leçons restent possibles. Oui, mais alors parfois on tourne un peu l'interdiction, c'est-à-dire qu'on donne des leçons avec des exercices écrits. Alors, rien d'ailleurs. Nous sommes un peu contre les exercices écrits, nous sommes pour les leçons, pour la lecture en particulier. Les maîtres, les parents peuvent conseiller aux enfants des lectures. Et ceci est extrêmement enrichissant sur le plan éducatif et sur le plan intellectuel. On n'y songe pas, c'est des petites enquêtes également. Ça pose le problème des bibliothèques dans les écoles, c'est un autre... Oui, de plus en plus, n'est-ce pas, il y a des possibilités de fournir aux élèves des livres sur leur demande et des livres bien choisis qui leur aident, qui continuent à l'école le travail de la classe, mais un travail alors qui peut être tout à fait personnel, celui-là. Est-ce qu'à l'avenir, on va interdire, supprimer plutôt, les devoirs pour les classes plus élevées? Alors, je voudrais bien en effet faire remarquer qu'il ne s'agissait là que de l'école élémentaire et qu'il n'y a aucun texte qui interdise les devoirs au-delà de l'école élémentaire, c'est-à-dire à partir de la 6e. Mais en ce domaine, vous comprendrez qu'il faut une progression très ménagée et qu'on ne peut pas, dès la 6e, donner à des enfants qui n'ont que 12 ans le travail qu'ils auront plus tard quand ils en auront 14 ou 15. C'est donc une progression, mais il n'y a pas d'interdiction de devoir écrit au-delà de la classe du cours moyen 2e année. Dans le reportage, Christian Colobani a évoqué le problème des activités d'éveil, c'est-à-dire finalement de nouveaux locaux, et c'est un problème aussi de formation de maîtres. Est-ce que c'est une politique que le ministère de l'Éducation nationale va essayer de suivre? En effet, n'est-ce pas, on a rassemblé sous le nom de discipline d'éveil, discipline artistique, une série de disciplines qui restent tout de même valables à l'école élémentaire, l'histoire, la géographie, les sciences d'observation. Mais j'ai remarqué qu'une maman avait tendance à penser que toutes ces disciplines d'éveil étaient des disciplines qui ne demandaient pas de la part de l'enfant d'efforts. Mais il est bien évident qu'il ne s'agit pas de laisser faire à l'enfant ce qu'il veut, mais au maître de le guider dans ces disciplines-là, et cela lui demande un effort qui nécessite évidemment de la part du maître une meilleure préparation encore de sa classe que par le passé, et qui demande, il faut bien le reconnaître, quelques installations complémentaires qui seront, je pense, progressivement mises en place dans les écoles élémentaires. Dernière question, monsieur le recteur, lorsque un enseignant donne des devoirs aux enfants, que peuvent faire les parents? Eh bien, je dirais qu'il n'est pas en règle. Par conséquent, la circulaire est formelle, n'est-ce pas? Eh bien, évidemment, je répète encore une fois qu'il y a une nécessité tout de même de guider le devoir des enfants, mais s'il s'agit de leçons ou de lecture, à ce moment-là, l'enfant peut travailler par lui-même et faire un travail qui est tout à fait profitable, je vous assure, tout autant qu'un devoir écrit, si le devoir écrit a été fait à l'école, car j'insiste sur la nécessité du devoir écrit, mais en présence du maître. Merci, monsieur le recteur. Aussi, voilà le dossier ouvert, le dossier mis au point sur les devoirs à la maison.
Le devoir presque quotidien de Gérard Videlange à la Bourse de Paris, c'est de nous donner la tendance. Bourse de Paris, mais j'ai l'impression, Gérard, que l'on a dû parler de ce qui s'est passé à Bruxelles hier tout de même. Oui, après la jacquerie de Bruxelles, on pouvait peut-être s'attendre à une agitation sur les grands marchés européens. Après tout, il pouvait y avoir un effondrement des bourses européennes. Il n'y a pas eu de réaction violente. Au contraire, à la bourse de Bruxelles, les cours ont maintenu ce matin leur cotation. Puisque Petrofina et l'Union minière, qui sont les deux grandes vedettes belges cotées à Paris, pratiquement sont à leur cours de la veille. Quant à Paris, alors il y a tout de même aujourd'hui, ce qui est agréable à constater, c'est une petite reprise des valeurs françaises. Je l'avais prévu hier, il semble tout de même que cette reprise se confirme. Vous voyez que Michelin a gagné 44 francs et même 45 francs en séance. La Française des Pétroles frôle le cours de 160. Il y a donc un climat qui est tout de même légèrement amélioré. L'optimisme ne se décrète pas et ce n'est pas du jour au lendemain, bien sûr, que la bourse de Paris peut se réchauffer. Mais il y a tout de même des valeurs qui se redressent. Et ceci dans un volume d'échange qui reste tout de même étroit. Donc il ne faut pas pavoiser. Il y a, disons, un certain réveil ce matin à la Bourse de Paris. Voici des hausses, deux tableaux. Vous voyez que à l'alimentation, les Doc Rémois, tout de même 7,50 francs, c'est un bond appréciable. De même sur l'européenne de brasserie. LMT, toujours le téléphone. Il n'y a pas que LMT du reste qui se distingue, il y a également la compagnie industrielle des télécommunications, télécommunications qui est une autre affaire qui est également en vue. Ici, c'est Denain, l'île Bonnière, Perrier, même l'Aquitaine qui rejoint le cours de 540. On est revenu sur les résultats de Péchinet, ce sont des résultats tout de même tout à fait remarquables qu'une société de la taille de Péchinet annonce une augmentation de 28% de ses bénéfices et également une majoration de 14% de son dividende. Il y a là, je crois, tout de même un soutien pour les actionnaires et pour les acheteurs éventuels de cette société. Ne pas oublier du reste que Péchinet a presque doublé, a plus que doublé même, ses bénéfices distribués entre 66 et 70. Le montant actuel dépasse 118 millions, 11 milliards, environ 12 milliards d'anciens fonds. Kléber, 192, a donc moins monté à 1 franc de mieux que Michelin, mais c'est ici Poquelin, à 480 contre 461, qui se met en évidence. Vous voyez que par ailleurs, il y a également des hausses sur la compagnie française d'épargne et de crédit, CFEC. Roussel-Uclaf, pratiquement le cours d'hier. Du côté de l'automobile, il y a des chiffres intéressants qui vous ont déjà été signalés. Augmentation de la production et des exportations en février. Cependant, les constructeurs sont inquiets car leurs marges bénéficiaires sont maintenant tout de même réduites en raison des prix de revient qui sont plus élevés. Voici les cours du Napoléon et du lingot, 6950 en baisse de 5 francs sur le lingot. L'Afrique du Sud continue toujours à vendre sur le marché libre, donc approvisionne ce marché. Bonne séance aujourd'hui à la Bourse de Paris. À vous, Jean Lanzy. Dernière minute, regain de tension sur les axes nord et sud autour de Paris du fait des artisans routiers qui ont bloqué la circulation ce matin. On signale que 75 poids lourds de l'autoroute du Sud sont signalés et remontent vers le périphérique de Paris, côté porte de Gentilly. Et la tension reste également vive aux abords du Bourget où l'on a tiré des grenades lacrymogènes pour dégager la voie d'accès à Paris. Voilà qui promet un début d'après-midi sans doute agité, bien que les responsables de ce syndicat doivent être reçus au ministère des Transports. Merci de votre attention. Au revoir.